si l'éthicien commence à prendre des décisions morales, c'est-à-dire dire ce qui est bon ou pas bon, il rentre en conflit d'intérêts contre soi-même. Parce qu'après, il va défendre sa décision. La responsabilité de la décision doit être de l'entreprise. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Redelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Enrico Panay, qui est éthicien de l'IA, consultant et professeur. Il a d'ailleurs récemment publié un livre qui s'appelle L'éthique de l'intelligence artificielle expliquée à mon fils aux éditions Mimesis. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'intelligence artificielle, d'éthique et sans doute un petit peu de philosophie aussi. Bonjour Enrico, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu ? Très bien et merci pour l'invitation. Écoute, avec grand plaisir. Alors Enrico, j'aimerais d'abord qu'on commence un peu par les fondamentaux et puis une petite définition sans doute. Est-ce que tu veux bien m'expliquer ce qu'est exactement l'éthique de l'intelligence artificielle ? C'est simple, c'est une branche de l'éthique appliquée en général, donc on s'occupe en particulier de toutes les phases de la conception, du développement et de l'utilisation de l'IA et aussi de l'infrastructure autour de laquelle l'IA est déployée. Mais cela nous amène plutôt à parler de ce que c'est l'éthique, plutôt que seulement l'éthique de l'intelligence artificielle. Généralement, l'éthique est définie comme cette discipline qui sert à distinguer les biens et les mal. Mais ça, c'est très vrai en philo, pas beaucoup vrai dans les éthiques appliquées, qui sont les éthiques qu'on va justement appliquer dans des disciplines très précises. J'aurais plutôt une autre définition, et ce sera que l'éthique appliquée en général nous aide à modéliser une situation morale dans un environnement vraiment précis et à trouver la meilleure des solutions possibles avec les moyens qu'on a à disposition, en respectant la loi et en essayant de ne pas ralentir la progression d'une société. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui de parler d'éthique quand on parle d'intelligence artificielle ? Alors, l'éthique existe, a été structurée dans le monde occidental la première fois dans la période grecque, et on a parlé d'éthique souvent dans l'histoire, mais il y a, comme tu disais, une grosse différence entre l'éthique qui a été appliquée dans le passé et l'éthique de l'intelligence artificielle, pour une simple raison, parce que pour la première fois dans l'histoire, on est en face à des systèmes qui ont la capacité d'agir. Et c'est pas comme le passé où les technologies fonctionnaient comme on les avait programmées ou grâce à des personnes qui les utilisaient. Aujourd'hui, les systèmes d'AI peuvent agir et donc on a un gros problème d'allocation de la responsabilité. Si c'est l'AI qui agit, qui est responsable pour ce que l'AI est en train de faire? C'est pour ça qu'on a besoin d'éthique aujourd'hui. Si on remonte un peu dans le passé, on va dire sur les derniers 2000 ans, est-ce que ce genre de question est survenu à chaque fois qu'il y a eu des transformations industrielles, technologiques, au Moyen Âge, à la Renaissance, pendant les révolutions industrielles, agricoles, robotiques, etc. Est-ce que d'un seul coup, l'éthique est devenue un sujet clé qu'on met sur la table quand il y a des changements forts dans la société ? Les philosophes, ils ont toujours discuté des changements technologiques. Cela signifie pas que dans les secteurs des affaires, on parlait d'éthique. Bien qu'on a toujours eu des personnes qui sont occupées, ont eu une approche éthique dans la gestion de leurs affaires. Il y a donc, on peut dire qu'on s'est toujours occupé de ces problèmes-là, mais à l'extérieur des affaires, généralement. Certains entrepreneurs ont appliqué l'éthique des affaires avant l'invention de l'éthique des affaires. En France, par exemple, il existe les familistères où la famille Godin, dans le nord de la France, avait une vision de la vie sociale. Elle devait créer des environnements pour leurs travailleurs. Donc, c'est une vision éthique qui est appliquée aux affaires. Mais en réalité, l'éthique des affaires est née dans les années 80, 70 et s'est développé bien dans les années 90. Au contraire, dans la période où on avait les numériques, dans les années 90, où le numérique il a explosé, et au début des années 2000, on parlait pas beaucoup d'éthique du numérique. On a eu besoin dans les entreprises d'éthique et des responsables AI, donc des IA responsables, à partir du déploiement des premiers systèmes d'IA. Justement parce que les entreprises n'arrivaient plus à dire
qui était responsable pour quelque chose, et il savait d'avoir quelque chose dans les mains qui était trop puissant pour pas avoir une réflexion éthique. Alors, toi Enrico, tu es italien, tu travailles en France, et on sait que l'IA, c'est un sujet international. Est-ce qu'on aborde l'éthique différemment selon les pays et les cultures? Par exemple, aux États-Unis, c'est un peu le berceau, le cœur de l'IA en ce moment. C'est aussi le cas, ça se développe également beaucoup en Chine. Est-ce qu'on approche ces questions éthiques de la même manière selon les pays, selon les territoires? Oui, mais on fait la même chose dans beaucoup d'autres disciplines. Si vous voyez, parler, des docteurs qui arrivent dans des mondes différentes ou, ou d'autres disciplines, on a toujours les problèmes d'avoir un alignement culturel avec, sa propre discipline. Donc, ça me c'est pas différent. L'éthique en général est une discipline. Donc, à l'intérieur de l'éthique, on a des cultures, des principes, des approches différentes, et parfois c'est même le langage qui va, comment dire, donner une forme au raisonnement éthique qu'on veut faire. Il faut seulement penser que la différence qu'ont les anglo-saxons pour les genres neutres, ils posent des problématiques que nous, dans les mondes néo-latins, on n'a pas. Donc nous, on fait une différence, on crée d'autres problèmes, on fait des différences entre le masculin et le féminin qu'ils ne font pas. Donc oui, il y a une grosse différence, mais à la base, les processus de raisonnement éthique est toujours les mêmes. On a quelqu'un qui est en train de faire une action, qui peut être un humain ou un système artificiel, et quelqu'un qui reçoit les effets de cette action-là, qui est un récepteur de l'action. Et dans ces cas-là, on veut toujours faire en façon qu'il y a un équilibre entre l'agent et le récepteur. Même l'entreprise la plus méchante, généralement, il veut tenir en vie ses clients et veut pas les tuer parce que sinon elle a plus de clients. Donc, il y a toujours un équilibre qui se met en place. D'accord, je comprends. Alors, on va parler un peu d'éthique et puis de business, d'innovation. Alors, j'entends parfois dire que les questions éthiques ont tendance à ralentir l'innovation, notamment dans l'IA générative. C'est un débat, est-ce que c'est une question politique? Est-ce que c'est un vrai sujet pour toi? Comment est-ce que tu quelle est ta vision sur cette balance, sur cet équilibre entre, l'innovation et l'éthique? Alors, il y a 2 choses différentes que j'entends beaucoup. D'un côté, c'est l'éthique qui est en train de ralentir l'innovation. De l'autre côté, c'est la réglementation qui est en train de ralentir l'innovation. Et ma réponse pour la deuxième question, c'est que les grandes entreprises internationales, elles sont nées quand en Europe, il n'y avait pas de réglementation. Donc, c'est pas la réglementation qui a bloqué le développement des grands innovateurs au monde. Donc, c'est un peu un mythe. Et au contraire, par exemple, en Chine, la réglementation est très dure et il y a des grandes entreprises d'IA. Et donc, moi, je ne mettrais pas la réglementation comme un frein. Et de l'autre côté, il y a l'éthique. Et ça, c'est parce que je pourrais dire oui, elle va généralement ralentir la progression de l'IA pour 2 raisons. La première est que généralement elle est appliquée à la fin du processus. Donc, on arrive chez un éthicien à dire: «On a tout fait, est-ce que c'est bon ou pas bon?» et nous, on peut rien dire. On fait pas des bénédictions en disant: «Ça, c'est bon, j'ai décidé que tu peux être adoubé entre les bonnes sociétés du monde». Et de l'autre côté, c'est dû aux éthiciens qui sont pas des éthiciens professionnels. Ils sont plutôt, il y a 2 catégories qui sont confondues avec les éthiciens. Ils sont les lanceurs d'alerte et les activistes. Très, très importants pour la société, mais c'est pas eux qui, aident les entreprises à prendre des décisions éthiques dans l'entreprise. Et donc, quand des entreprises les appellent, par exemple, des activistes, ils ont des positions très figées sur, elles sont des positions généralement politiques. Il faut faire quelque chose et pas quelque chose d'autre. Donc, ils sont pas dans une approche d'analyse de la situation morale. Et donc, il y a une sorte des tensions entre l'entreprise et l'activiste. Et donc, l'entreprise, il montre pas toutes les cartes à l'activiste parce qu'il ne veut pas être dénoncé. Et donc, ça crée un ralentissement. Quand il y a, au contraire, des éthiciens sont préparés, ont une expérience, ont une culture, etc. Et on ne devient pas éthicien en 2 jours de formation, comme beaucoup de formations ils laissent entendre, parce que la plupart des bons éthiciens ont un doctorat de recherche, ça signifie qu'ils ont étudié philosophie, après fait un doctorat, après eu de l'expérience, etc.
Bon, en ces cas-là, oui, ces personnes-là, on a tendance à la ralentir. Mais il y a un point qui est très intéressant parce que tu as cité l'IA générative. Or, pas beaucoup de personnes savent que un des pères de l'IA générative était un Italien, était un prêtre en plus, Roberto Busa, qui a travaillé avec Watson aux États-Unis sur IBM et qui avait une vision euh, théologique de l'éthique, parce que c'était un prêtre, ses livres sont magnifiques, il avait une vision qui allait très très loin. Il a traduit quelqu'un de très important pour l'éthique de l'Église, c'est saint Thomas, et donc la première chose qui a transformé, c'est le Corpus Thomisticum, en petite fiche qu'un système pouvait lire et commencer à faire du langage computationnel. Si aujourd'hui on a l'IA générative, c'est parce qu'il y a 50 ans, une personne avec une vision éthique du monde, a pris un système et a commencé à travailler sur ça. Et l'a fait aussi pour aider des personnes qui avaient des problèmes, des handicaps dans la lecture, à pouvoir écouter les langages ou créer des systèmes, des dialogues avec des personnes non-voyantes. Donc, comment dire, les transformations et les technologies qu'on utilise aujourd'hui, très souvent, ils arrivent parce qu'il y a eu quelqu'un avec une forte vision éthique et qui voulait être plus inclusive avec d'autres personnes. D'accord. Alors, on parlait de l'IA générative à l'instant, transition parfaite, parce qu'aujourd'hui, on sait que les modèles d'IA sont souvent entraînés sur des corpus, qui sont parfois un peu biaisés, parce que c'est pas forcément, facile d'avoir, des données qui soient parfaitement, inclusives et puis, qui correspondent à toutes les normes de la société. La question qui se pose ici, c'est sur la transparence des jeux de données qui sont utilisés pour entraîner l'IA générative. Est-ce que il faut rendre obligatoire cette transparence et surtout, qu'est-ce qu'en pense Laetitia? Déjà, il faut dire qu'il y a différents types de modèles qui sont entraînés sur des corpus qui sont complètement différents. Et donc, Laetitia, il travaille beaucoup avec la faisabilité des choses. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes où on peut être transparent sur les corpus qui sont donnés pour l'entraînement. Il y a d'autres systèmes qui peuvent pas l'être pour ou des raisons des secrets, des informations qu'on est en train de donner au système, ou pour simplement un problème de quantité. Donc, donner une ouverture complète de tous les corpus utilisés pour entraîner une machine, ça pourrait être matériellement impossible pour certains types de sociétés. Donc, il faut pas rêver qu'on pourra avoir ça. Au contraire, savoir les processus qu'on a utilisés et savoir que ces processus étaient en quelle façon validés ou suivis par un comité qui faisait un suivi qualitatif des choix éthiques faits par l'entreprise. C'est-à-dire, l'entreprise décide aujourd'hui d'aller utiliser mon livre ou ton livre ou un livre des collègues pour entraîner son modèle. C'est pas important qu'ils me disent que ce soit mon livre, ce sera plus intéressant, mais savoir qu'il y a quelqu'un qui a dit non, les livres, on ne va pas les utiliser parce qu'on est en train de pas respecter les droits d'auteur, ou avoir un comité d'éthique qui transpasse cette information-là, bah, ça fait une différence à la fin. Dans le sens, c'est ça qui va être transparent, pas les corpus en soi, mais les processus utilisés pour entraîner les systèmes. D'accord. Alors en Europe notamment aujourd'hui, on a, des droits, comme le droit à l'oubli sur internet, on a le droit à la réparation, quand, une machine à laver tombe en panne. Est-ce que demain on pourrait avoir un droit à l'explication pour toute décision automatisée prise par l'IA, même quand elle repose sur des modèles complexes et pas facilement interprétables? Quand les décisions vont avoir un impact à haut risque sur la société, oui, dans ces cas-là, on va les avoir. Pour d'autres types de décisions, ce serait peut-être pas nécessaire. Euh, Pourquoi je fais la différence? Parce que si j'ai un système d'AI qui va seulement me suggérer d'éviter de voir plus de vidéos aujourd'hui pour me reposer, avoir vraiment un gros système d'explicabilité sur ça, ce sera très cher pour l'entreprise et pas très intéressant pour la personne. Quand elle est en train de prendre des décisions bancaires ou sur la santé, en ce cas-là, oui,
les droits à l'explicabilité, ça devient fondamental. Donc, il y a jamais une norme pour tous les cas possibles. Il faut bien distinguer dans les différents verticaux et savoir dans quel type même pas d'industrie, mais des systèmes où on veut avoir un droit à l'explication. J'ai un autre exemple parce que parfois on pense jamais au génératif, mais l'IA est utilisée partout et souvent on la voit même pas et sont des systèmes très petits mais qui ont un impact sur la société énorme qui permet de détecter la possibilité d'avoir des incendies et donc expliquer comment il l'a détecté, c'est pas important, mais savoir qu'il l'a détecté et on a évité un gros incendie, ça nous intéresse beaucoup plus. Donc et il y a une phrase que j'ai lue il y a quelques années par un chercheur de Google euh, qui terminait son article en disant: nous n'expliquons pas pourquoi ces architectures semblent fonctionner, nous attribuons leur succès tout comme le reste à la bienveillance divine. Donc même eux, ils savent pas. Si même eux ne savent pas, sont pas capables de donner des explications et s'en réfèrent à Dieu, je sais pas si c'est inquiétant ou drôle finalement. C'est les 2. Les 2, ça OK. peut être drôle et en même temps c'est inquiétant, oui. OK, bon, et bah, écoute, ça tombe bien parce qu'on va poursuivre la discussion pour parler un peu de responsabilité. C'est un sujet clé dans le monde des entreprises et on l'a évoqué très rapidement en préambule de ce podcast, mais c'est un sujet complexe quand même. Quand une IA fait une erreur, qui est responsable? Je te donne un exemple, qui me vient en tête là, c'est la compagnie aérienne Air Canada, qui l'année dernière avait utilisé un chatbot sur son site web. Le chatbot nourri à l'IA générative avait donné une mauvaise information à un voyageur. Le voyageur s'était retourné contre Air Canada, en justice. Air Canada avait perdu parce qu'elle était censée être responsable du contenu qu'il y avait sur son site web et donc du comportement du chatbot qui était toutefois nourri à l'IA. C'est un exemple, c'était pas un exemple très grave en soi, mais on peut avoir des exemples beaucoup plus critiques quand on parle d'IA. Est-ce qu'on est condamné à vivre dans un monde où personne n'est jamais vraiment responsable à cause ou grâce à l'IA? Alors, l'exemple que tu fais, c'est très intéressant parce que moi, j'ai travaillé sur des red teaming éthique, parce qu'il y a du red teaming aussi en éthique, sur un chatbot pour le tourisme. Donc, c'était un use case, les cas canadiens, qui était très intéressant. Donc, pour ce qui concerne la responsabilité, si on prend un simple chatbot, on fait une erreur logique de base et on dit, est-ce que qui est responsable? Est-ce que l'IA est responsable pour ce qui est arrivé? Et on est en train de transformer un système complexe, qui est un chatbot, qui est composé par plusieurs couches différentes, parce qu'il y a tous les filtres qui utilisent une logique humaine et toutes les sorties qui utilisent une logique stochastique, donc pas déterministe. Eh bien, on a un gros problème, et on compresse ça et on dit, est-ce que l'IA est responsable pour quelque chose? Et déjà, il y a des couches différentes, au moins des couches différentes. Ok. Après, il y a plusieurs couches qui sont toutes les couches de Human Oversight qui étaient en train de vérifier les processus. Est-ce que les processus ont été interrompus à temps, etc. Ou dans ces cas-là, tu diras, on peut pas avoir une personne qui va lire tout, mais il y a des temps de réaction qui peuvent être réduits et donc éviter qu'un cas d'une mauvaise réponse devienne un cas dangereux pour la compagnie. Donc, dans un système d'IA qui est mis en production, il y a comme un network de responsabilité. Et il y a un processus, il y a des systèmes pour faire la réallocation de la responsabilité. Ils sont un peu complexes parce que les systèmes sont complexes. Donc, ce n'est plus comme dans les temps d'Aristote où on disait il y avait quelqu'un qui tuait, c'était lui responsable. C'était simple. Mais aujourd'hui, on peut pas le faire. Donc, on fait quoi? Il faut savoir que quand on crée un système d'IA complexe, donc un multi-agent, comme on dit, on a plusieurs équipes qui travaillent sur plusieurs systèmes et la plupart d'eux, ils peuvent créer des petits systèmes qui ont pas des charges morales en soi, mais l'ensemble de ces systèmes, il va créer des conséquences qui ont un impact moral. Donc personne ne se voit responsable au départ. Donc ce qu'on fait, c'est donner une responsabilité à tout le monde parce que tout le monde puisse dire on est en train de composer un système, on doit faire gaffe aussi à ce qu'ils font les autres, mais à la fin, quand quelque chose est en production, avoir un système qu'on appelle des backpropagation de la responsabilité. Euh, donc on va réalloquer la responsabilité sur les nœuds
qui sont plus responsables, mais pas forcément complètement responsables, parce que c'est une chaîne de responsabilité, et on essaie d'améliorer ces petits nœuds-là. Donc, seulement dire qu'il faut trouver les responsables, ça c'est la loi qui a la tendance de les faire. En éthique de l'IA en particulier, on essaie d'améliorer les systèmes parce que c'est quelque chose d'évolutif. Donc, penser de pouvoir avoir un système qui commettra jamais d'erreur, c'est un mythe. Donc, il faut faire face à la réalité. Il faut savoir qu'on va avoir des systèmes qui vont commettre des erreurs. À nous de savoir comment avoir tous les processus pour mitiger ces erreurs et réduire les risques possibles. Aujourd'hui, en entreprise, ce sujet doit revenir à qui? Le sujet de la responsabilité, d'un système automatisé, d'un système d'IA. Est-ce que c'est une question légale? Ce sont des juristes, des avocats qui doivent s'en emparer? Ce sont des éthiciens? C'est une question, de R&D, d'ingénieurs, de développeurs? Est-ce qu'il y a une personne qui, en entreprise, doit piloter ces sujets éthiques? Ou est-ce que c'est partagé? Oui, ce serait souhaité qu'un responsable éthique. Alors, on faut pas confondre le responsable éthique avec la personne qui prend des décisions. OK? Et surtout pas, nous, par exemple, moi, je suis président d'une association des éthiciens et on essaie de développer dans l'association une certification, et à niveau européen, on est en train d'écrire un standard, pour les compétences des éthiciens. Et une des choses qu'on répète souvent, c'est que si l'éthicien commence à prendre des décisions morales, c'est-à-dire dire ce qui est bon, pas bon, il rentre en conflit d'intérêts contre soi-même. Parce qu'après, il va défendre sa décision. La responsabilité de la décision doit être de l'entreprise. OK? Ce qui fait l'éthicien, c'est de créer l'environnement pour permettre à toutes les profils que tu as nommés qui vont, même au-delà de ça, hein, parce que parfois il y a aussi les fournisseurs et les clients qui rentrent en compte dans tout ça. Créer l'environnement pour permettre à l'entreprise d'arriver à trouver la meilleure solution possible dans un moment précis du temps. Cela signifie qu'on mettra cette solution à, on mettra en discussion cette solution dans 6 mois ou dans 1 an pour voir si la solution est toujours la meilleure, et on essaie de trouver d'autres, solutions si on peut améliorer les systèmes. Donc c'est un groupe de personnes qui va prendre ces décisions-là, mais justement, il faut avoir des éthiciens dans les équipes et qui aident tout le monde à avoir les bons langages, à comprendre les informations qu'il faut prendre en compte, et cetera, et cetera. Parce que sinon, on risque d'avoir des personnes qui parlent avec un mauvais langage, et cela amène à la radicalisation du dialogue. Et c'est pas bon pour arriver à trouver une solution. Enrico, quelle est selon toi la valeur ajoutée et la nécessité d'avoir des éthiciens en entreprise? Je m'explique, est-ce que chaque start-up qui lance un projet d'IA devrait consulter un éthicien ou avoir un éthicien, dans ses locaux? Est-ce que, c'est plutôt l'apanage des grosses entreprises, des grands groupes qui ont la capacité, de payer des éthiciens, qui prennent le temps long de réfléchir sur ces sujets? Quelle est la place de l'éthique et des éthiciens dans les projets d'IA, quelle que soit la taille de l'entreprise ou le secteur d'activité? Ah, c'est vrai que les grandes entreprises ont plus de moyens pour payer des éthiciens à long terme. Mais j'ai connu des startups qui ont commencé, et la première personne embauchée était un éthicien, donc ça peut toujours arriver. Maintenant, c'est pas les cas de tous les startups. Pas tous les startups ont besoin d'un éthicien full-time dans l'entreprise, mais en même temps, les entreprises, ils peuvent avoir besoin de conseils. Mais c'est la même chose avec les avocats, par exemple. Tu as pas besoin d'un avocat full-time dans une entreprise, mais tu as bien besoin de les consulter avant de faire des bêtises. Et tous les avocats, ils te diront, si tu m'avais consulté avant, on n'aurait pas ce problème-là. Donc, et c'est les conseils, et c'est la même chose pour un expert comptable. Est-ce que c'est mieux d'avoir un expert comptable? Oui, c'est mieux parce que t'évites de faire. Je comprends, mais ce que je veux dire, pardon Enrico, c'est que ça semble plus facile d'anticiper des situations juridico-financières, plutôt que des situations éthiques. À quel moment on sait qu'on a besoin d'un éthicien? Quels sont les signaux que le dirigeant doit comprendre pour se dire: «Ah, peut-être que là, je vais demander conseil à quelqu'un spécialiste en éthique parce que ça peut déraper»? Oui, alors déjà, si si on utilise de l'IA, et on a besoin d'éthiciens de l'intelligence artificielle, on a besoin de déjà les connaître
et les sélectionner parce que dans les marchés, il y en a pas beaucoup. Donc, première pas, c'est d'aller voir quels sont les bons éthiciens et commencer à avoir un dialogue avec eux. Cela signifie commencer avec, une journée une demi-journée des formations, une journée tous les 3 mois où on discute sur l'évolution de l'entreprise et l'éthicien, il va mettre sur la table vu que quand on travaille avec des petites entreprises, on en voit énormément. Nous, on a une vision qui est généralement beaucoup plus large d'une entreprise. Donc, on va avoir déjà des exemples et des possibilités à mettre sur la table et à dire à l'entreprise, vous êtes en train de réfléchir à ça, mais moi j'ai déjà 3 cas où ça n'a pas marché, donc est-ce qu'on peut réfléchir à quelque chose d'autre. Donc, c'est pas un énorme coût parce que je dis, ça peut être ponctuel, ça peut être fait dans les temps. Euh, il faut pas les faire pour avoir l'éthicien et montrer à tout le monde qu'on a un éthicien dans l'entreprise. Ça, on le fait généralement pour vendre. Ça, c'est typiquement de l'ethical washing. Non, on dit, vous voyez, on a un éthicien dans l'entreprise, soyez sûr qu'on va faire les choses en façon éthique. Nous, on utilise généralement un principe qui est le principe de non-endorsement. Et c'est un principe qui est pas très utilisé, mais auquel je crois beaucoup. Un éthicien ne devrait jamais publiquement affirmer qu'il a fait quelque chose pour une entreprise, parce qu'il est en train de mettre une sorte des, des tampons sur l'entreprise en disant oui, l'entreprise elle a bien fait quelque chose parce que moi j'étais là en tant qu'éthicien. Et ça, c'est mauvais pour l'entreprise sur le long terme et pour l'éthicien. Parce qu'après, sa réputation, il va avoir des gros problèmes. Donc, il faudra pas prendre les éthiciens pour dire on a un éthicien, mais il faut commencer à avoir un dialogue avec les éthiciens. Et les moments où on a des projets qui deviennent vraiment au risque, alors en ce moment-là, on dit, bon, là, on a besoin d'investir plus dans la partie éthique, on fait un projet ensemble. Mais commencer à créer ces relations-là est fondamental du début. Parce que sinon, on se trouve avec des vendeurs d'huile des serpents, comme dans les Far West, qui sont un peu partout. Il y a un an, on a publié un article où on démontrait la quantité d'éthiciens qui changeaient leur intitulé sur LinkedIn du jour au lendemain. Mais il y a une quantité énorme. Ah bah, c'est parfait parce que le prochain point que je voulais évoquer avec toi, c'est comment choisir un bon éthicien parce que, heu, quand tu veux choisir un avocat, un comptable, enfin voilà, il y a des certifications à avoir, il y a des ce sont des professions réglementées. Est-ce que tout le monde peut s'improviser éthicien? Est-ce qu'il y a un cursus particulier à suivre? Et quels sont les signaux d'alerte qui ou au contraire les points importants à surveiller pour choisir un bon éthicien quand on est un dirigeant d'entreprise? Alors, je te donne des points formels et des choses informelles. Les points formels sont que euh, un éthicien, généralement, qui a de l'expérience et un cursus dans la matière, c'est-à-dire qui a étudié éthique de l'intelligence artificielle ou philosophie éthique et technologie du numérique, peut être un bon éthicien. Donc, il suffit de voir après son CV pour voir avec qui il a travaillé, combien d'années il a travaillé. C'est assez simple. Mais il y a un point, beaucoup de bons éthiciens, ils montrent pas ça sur LinkedIn. Et moi, par exemple, je ne le fais pas. Et pour une simple raison, parce que je ne veux pas devenir la cible des sociétés pour lesquelles je travaille. J'ai appris ça par la cybersécurité. En cybersécurité, quelqu'un qui est bon à cyber, il va pas dire sur LinkedIn les sociétés pour lesquelles il a travaillé, sinon il devient la cible des attaques cyber. Et donc, avec lui, ils peuvent rentrer sur la société pour laquelle il a travaillé. Donc, les Alors je bons... comprends bien l'enjeu dans le domaine de la cybersécurité, je le comprends un peu moins dans le domaine de Oui, l'éthique. parce En que quoi c'est problématique? Parce que si je travaille pour une société, moi je travaille pour des sociétés qui ont des problèmes. Parce que sinon je travaille pas pour, non, je travaille pas pour la Croix-Rouge. Ils ont peut-être des problèmes, mais moins que des grandes sociétés du numérique international. Donc je travaille pour ces sociétés-là. Si ces sociétés font quelque chose d'erroné, je vais devenir la cible pour ces sociétés-là parce que les personnes vont dire, eh ben, toi tu travailles pour une société qui fait ça, ça, ça. Donc t'es pas un bon éthicien parce que tu travailles pour eux. Donc pour éviter ça, moi et beaucoup d'autres,
ils évitent de l'afficher. Ils disent, Non, je fais mon travail, j'ai pas un problème d'ego pour montrer que j'ai travaillé pour eux. Je peux le démontrer si j'ai un client. J'ai pas besoin de rentrer dans la dispute des réseaux sociaux, à devoir me défendre pour quelque chose quand je faisais mon travail. Donc, par exemple, j'évite toujours de mettre les sociétés pour lesquelles je travaille. Et ça fait longtemps que j'ai commencé à faire ça. Après, c'est pas tout le monde qui le fait, hein. Donc, une façon, c'est de voir quel est les pédigree des Laetitiens. L'autre sera d'avoir une certification. C'est pour cela qu'on travaille sur les certifications et un standard européen sur les éthiciens de l'IA. Mais après, il y a des façons informelles de voir ça. Et c'est assez simple en réalité. Si vous voyez des éthiciens qui ont toujours une solution assez rapide à un problème, il faut avoir des doutes. Parce que c'est comme avoir un docteur qui vous donne des médicaments sans vous avoir ausculté. Et moi, j'ai vraiment des difficultés à dire c'est bien ou pas bien, ou trouver une solution si j'ai pas tous les données sur la table et j'ai pas analysé les données. Et ça montre du sérieux dans l'approche des éthiciens. Donc, qui a déjà... Donc, moi, je vois des personnes qui disent, moi, j'ai une vision sur Meta, sur Twitter, et ils devraient faire ça. Et je demande, mais est-ce que tu as vu comment il marche leur système? Tu peux pas faire une analyse détaillée sans avoir dans les mains tous les données nécessaires pour la faire. Donc, toutes les personnes qui arrivent à parler de ça sont dangereux, qui arrivent à avoir des solutions très figées. Après, il y a d'autres qui parlent beaucoup des dilemmes, ok. Or, en réalité, c'est très rare de faire face à des dilemmes dans une entreprise. Même dans la vie, c'est très difficile de faire face aux dilemmes. Il y a toujours un panel de solutions possibles. Ok. Un dilemme, tu as deux possibilités. Ok. Et c'est binaire. Et donc, c'est considéré un biais, une erreur logique. Non? Mettre deux solutions possibles et dire on fait A ou B. Eh ben non, il y a aussi C, D, E, F, etc. Donc, et ça, c'est un autre signal qu'on utilise. Et l'autre, c'est l'utilisation du terme éthique. C'est-à-dire que moi, j'évite d'utiliser l'adjectif éthique. On a mis sur le marché un système éthique. Du point de vue philosophique, ça signifie absolument rien. Parce que l'éthique était une discipline. Donc, au cas où, ce qu'on a mis sur le marché, c'est un système qui est éthiquement acceptable par rapport à un groupe de valeurs. Donc, si on n'a pas de valeurs, on ne peut pas avoir un alignement avec ces valeurs-là. Et donc, on ne peut pas avoir de l'acceptabilité. Donc, parler d'un système éthique, du point de vue philosophique, n'a aucun sens. Juste pour arriver, pousser les raisonnements, pour un délinquant qui a un ensemble de valeurs, c'est éthique, n'est pas balancer son compagnon. C'est complètement éthique. OK? Et c'est parce que c'est un problème d'alignement. Donc, si j'ai pas évalué les valeurs qu'on a sur la table, on peut pas les aligner à rien. Donc, les mauvaises utilisations des termes, ils montrent, et nous, on le remarque, hein, quand on a les compétences, on remarque très rapidement qui utilise bien les termes et qui l'utilise pas bien. D'accord. Enrico, à t'écouter, j'ai l'impression que quand on parle d'éthique et de philosophie, on s'inscrit surtout dans un temps long, un temps de réflexion. À l'inverse, la tech, le monde de l'IA, s'inscrivent plutôt dans un temps court. Tous les jours, toutes les semaines, il y a des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux usages, des nouveaux outils. Comment est-ce que tu fais pour allier ce qui semble être une contradiction en apparence? Ouais, ouais, ça c'est la grosse difficulté, surtout quand on essaie de vendre notre profession. Parce qu'en réalité, on dit souvent que les philosophes sont les personnes qui ont plus de questions que de réponses. Ok? Mais c'est une citation que j'aimais beaucoup quand j'étais étudiant à la première année. Après, j'ai commencé à comprendre qu'un bon philosophe, c'est quelqu'un qui trouve aussi des réponses assez rapidement. Au moins, un bon philosophe qui applique sa philosophie. Après, on peut être des philosophes théoriques,
tu auras toute la vie pour réfléchir sur quelque chose. Mais quand tu appliques la philosophie, alors il faut être rapide. Et dans l'histoire de la philosophie, beaucoup de philosophes étaient très rapides. Autant qu'on parle de la philosophie et des argonautes, donc des personnes qui font des voyages dans la Méditerranée avec des bateaux. Et ces personnes-là, ils doivent prendre des décisions assez rapidement. Donc, vous voyez, voir la philosophie comme un voyage en bateau où les vents, il va changer. Donc, on n'a pas une règle fixe, on n'a pas une autoroute droite, on sait où aller. Mais les vents, ils vont changer. Et on a la capacité de voir les nuages s'approcher, de gérer l'équipe, de prendre la bonne décision pour arriver plus rapidement à destination sans casser les bateaux. Bah, ça signifie prendre des décisions hyper rapidement. Donc, c'est vrai que la réflexion de base, l'infrastructure avec laquelle j'ai raison, est une infrastructure philosophique. Mais, et là c'est peut-être ma particularité, mais je connais beaucoup d'autres confrères qui ont cette histoire. Moi, j'ai étudié philo et, et informatique quasiment en même temps. Autant que j'ai fait une thèse avec un professeur de philosophie morale et un mathématicien, où on travaillait déjà sur l'IA. Et j'ai travaillé plus dans ma vie dans le développement informatique que dans l'éthique des l'IA. Et, et quand, dans les livres, je l'explique à mon fils, quand il m'a demandé, mais t'as pas toujours fait de l'éthique des l'IA? Et je disais, non, j'étais pas payé pour la faire. J'étais pas payé pour faire de l'éthique numérique. Je faisais du design des logiciels et je développais. Mais pour faire un design, on peut le faire avec une vision éthique, une infrastructure. Donc, à la base, il y a une forte compréhension des problèmes éthiques. Et donc, quand on fait du design, on applique déjà ces règles-là sans forcément en parler. Et aujourd'hui, je suis payé pour en parler aux sociétés. Mais en réalité, je l'ai toujours fait. Et c'est un peu comme un écrivain. Un écrivain, il utilise la langue, les langages. Mais il connaît les langages dans une façon complètement différente de tout le reste du monde. Ok, il connaît les aspects sémiotiques du langage, très bien la grammaire, parce qu'il doit jouer avec les langages. Tout le monde parle les langages, tout le monde fait de l'éthique. Après, un écrivain, il arrive à composer ces langages-là pour faire quelque chose qui soit lisible et appréciable. Donc, j'aime bien ces analogies-là et j'espère que ça devient compréhensible, même si parfois c'est difficile à mettre sur la table. OK, non, très bien, très clair. Est-ce que tu remarques dans ton travail, des différences générationnelles selon les personnes à qui tu parles? Je m'explique, j'ai l'impression, peut-être à tort, que les jeunes générations sont aujourd'hui plus sensibilisées aux enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux. Est-ce qu'elles te semblent mieux armées pour construire ou travailler avec une IA qui serait un peu plus éthique que par rapport à leurs aînés? Alors, quand j'étais jeune, j'ai détesté ces distinctions entre jeunes et personnes âgées. Et aujourd'hui, j'ai 50 ans et je tiens les points. Il y a des jeunes qui sont exceptionnels, avec lesquels j'apprends tous les jours, et des personnes âgées qui sont terribles. Donc, il n'y a pas surtout sur les questions éthiques. Mais je vais faire un exemple qui est vraiment sous-estime. Il y a quelques années, en France, s'était passé les Jeux de la mort, qui était les Jeux de la mort étaient une expérience sociale. Ils avaient repris une expérience des 1000 grammes et adaptée à la télé. En pratique, il y avait dans les publics des personnes qui étaient sélectionnées et ils devaient gagner de l'argent en donnant des décharges électriques à une autre personne prise dans les publics qui était dans une cage fermée. En réalité, l'autre personne était toujours un acteur. Donc, il faisait semblant de souffrir beaucoup chaque fois qu'il prenait une décharge électrique. Et les personnes arrivaient jusqu'à la fin, donc au niveau des morts de la personne à laquelle il devait suministrer des décharges électriques. C'est la même chose qui était arrivée dans l'expérience des 1000 grammes dans les années 60. Et la chose très intéressante dans cette expérience-là, qui est n'importe quel est ton niveau culturel, ton niveau d'études, ton niveau des richesses, ta classe sociale, la capacité à comprendre quand une situation morale est chargée moralement,
change de personne à personne. Donc, tu peux avoir des femmes de ménage qui arrêtent et disent: «Non, je me sens pas de faire souffrir cette personne-là», et donc ils ont compris qu'ils ont dépassé la seuil d'acceptabilité d'une situation morale. Et il y a des personnes qui ont étudié beaucoup, elles ne la comprennent jamais. Donc, c'est pas un problème des jeunes ou personnes plus âgées, c'est un problème des prises de conscience de quand une situation morale peut arriver à créer des problèmes aux autres. Et ça, on arrive à ça avec beaucoup d'études, de l'empathie, des, euh, encore aujourd'hui, moi, j'ai fait face à des ingénieurs qui arrivent pas à avoir des problèmes de base. Et encore aujourd'hui, dans la plupart, je fais ces exemples-là très stupides, mais très visibles. Dans les aéroports, les toilettes pour femmes ont toujours une queue devant eux au lieu des toilettes de hommes. Et pourtant, c'est visible. Tout le monde se rend compte qu'il y a un problème là. Et dans le monde entier, on continue à construire les toilettes des hommes et des femmes de la même façon. Donc, il y a encore pas des prises de conscience des les conséquences qu'une action, construire des toilettes, peut avoir sous des récepteurs de ces actions-là, les hommes ou les femmes. Et après, on va trouver des justifications. Oui, mais les hommes sont plus rapides. Oui, mais les femmes, elles prennent du temps pour se déshabiller et tout. Non, il y a des études mathématiques qui démontrent pourquoi. Et les raisonnements en justice qui est fait par les ingénieurs, c'était si je fais une toilette de 50 mètres carrés pour les hommes, c'est 50 mètres carrés pour les femmes. Et ça, c'est les débuts du biais qui après va être engendré par les faits que les femmes ils font la queue, qui ont un jugement social différent, qui nous regardent mal, nous hommes, quand on rentre dans les toilettes. Et moi, j'aurais envie de dire, mais utilisez les toilettes des hommes, occupez-les parce que vous avez les droits de les faire. Et donc, ça, c'est pas un problème générationnel, c'est un problème des choses qu'on fait pas à l'école. Mais on fait pas deux ou trois choses à l'école qui nous servent dans la vie. Parler des philosophies et d'éthique assez, et ça, on peut le faire à partir des écoles maternelles, ok? Pas à l'université, à partir de l'école maternelle. Et deuxièmement, dans un monde qui est géré par la finance, par exemple, il y a quasiment de l'éducation à la finance. Nulle part. Donc, tu vois, il y a certains types de disciplines qui aujourd'hui, ils sont pas faits à l'école et qui servent à notre société et que pourtant on oublie, on pense, oui, mais tout le monde, c'est gagner de l'argent, investir de l'argent ou c'est comprendre les problèmes éthiques d'une société. Non, c'est pas vrai. Il faut en parler. Donc ce que j'entends Enrico, c'est que, il y a pas besoin de faire un doctorat et 15 ans d'études pour parler d'éthique. Hem Et c'est plutôt facile finalement de former des gens à l'éthique, c'est ce que tu dis? On peut former facilement aujourd'hui un ingénieur ou en tout cas, le sensibiliser, au sujet éthique quand on travaille sur l'IA? Il faut pas confondre, par contre, sensibiliser du métier de l'éthicien. C'est-à-dire qu'on a un, un docteur qui s'occupe des nutritions, ben, c'est un docteur. Donc il va apprendre aux autres à manger, à mieux manger, ok, à faire des régimes, etc., à être en santé. Mais les docteurs, c'est le docteur. Ok, donc oui, on a besoin des éthiciens qui ont étudié beaucoup. Pas forcément avec un doctorat, il y a des super éthiciens qui ont fait des masters, etc., et ils n'ont pas encore fait de doctorat, mais on a besoin d'éthiciens qui créent l'environnement pour que l'éthique puisse fleurir dans une entreprise. Et d'autre côté, tout le monde peut discuter des problèmes éthiques. Et si on arrivait à faire comprendre que l'éthique est un moteur d'innovation, ce serait génial. Aujourd'hui, on parle du fait qu'on puisse dialoguer avec l'ordinateur. Ça a été créé parce qu'il y avait des personnes qui avaient une vision du monde, mais on créé, je le répète, pour des personnes qui avaient des handicaps. Donc, réfléchir de façon éthique au système que je suis en train de développer, créer de l'innovation tous les jours. Donc, c'est un moteur d'innovation. Est-ce que et ça sera peut-être ma dernière question pour aujourd'hui, mais est-ce que tu as quelques exemples en tête, d'entreprises, sans forcément les nommer si c'est des clients, qui sont particulièrement vertueuses en matière d'éthique? Ou est-ce que tu as des exemples de solutions technologiques, de cas d'usage où l'éthique a vraiment fait la différence et a apporté, des améliorations conséquentes pour,
les utilisateurs ou la société au sens large? Oui, j'ai des exemples où un bon travail éthique a été fait par des éthiciens à l'intérieur de l'entreprise et ça prend du temps. Et ça prend du temps pour une simple raison qu'avant d'arriver, c'est une transformation profonde. Donc il faut changer les langages. Ce que j'ai dit généralement à les jeunes éthiciens, leur dire la première chose qu'il faut construire, c'est les oreilles des personnes qui t'écoutent. S'ils ne savent pas t'écouter, tu utilises un langage qui est incompréhensible pour eux. Même, même des variations de mots, des adjectifs ou des substantifs, ils vont être interprétés en façon complètement différente. Donc, pour créer une transformation, c'est des bons éthiciens dans des entreprises. Ça prend du temps et ça a des super effets et ça renforce la durabilité de l'entreprise pour différentes raisons, parce que les personnes sont heureuses de travailler dans l'entreprise, parce qu'on fait plus d'innovation, etc. Ça marche seulement quand les en haut, on est décidé de le faire. Donc, on investit pour le faire. Donc, à la base, il faut dire que ça marche. La dirigeance, il doit être convaincu qu'elle soit importante pour l'entreprise. Et donc, il y a deux démarches différentes qu'on fait généralement. C'est la formation au conseil d'administration pour comprendre et leur dire, oui, en faisant de l'éthique, vous n'êtes pas en train de mettre des paillettes à votre entreprise. Dans les moyens long terme, vous allez gagner plus. Et c'est important. On ne peut pas dire, vous faites de l'éthique, vous perdez l'argent. Ça, c'est bête. Il faut dire, vous voulez gagner plus? OK. Mais faisons-le en faisant aussi des choses qui permettent de rendre l'entreprise plus durable dans le temps et, et avec une meilleure réputation, etc. Donc, il faut faire un trade-off entre ces choses-là, clairement. Et donc, il faut d'abord former la dirigeance. Et après, j'ai des exemples où des dirigeants illuminés, sans parler d'éthique, parce que on fait de l'éthique sans utiliser le mot éthique parfois. Hein. Il faut arrêter de dire on fait de l'éthique, on fait de l'éthique, on fait de l'éthique, donc on est en train de faire de l'éthique. Je rappelle à tout le monde que quand l'Allemagne était divisée en deux parties, la partie qui n'était pas démocratique s'appelait République démocratique, qui était la partie Est. C'est pas l'effet de mettre un nom sur quelque chose qui démontre qu'on est en train de faire quelque chose. Ok. Donc c'est pas dire responsable AI dans l'entreprise qu'on est en train de le faire. C'est pas dire on a un code éthique et on est en train de l'appliquer. Pas du tout. Ok. Donc j'ai connu des entreprises qui affichent rien et pourtant dans l'entreprise il y a de l'éthique. Et dans l'exemple que je faisais tout à l'heure des familistères en France, euh, dans les 19e siècle, donc 1800, il n'y avait pas l'éthique des affaires encore. L'éthique des affaires est née dans les années 70. Ok. En réaction, en plus, à un article qui disait que l'éthique des affaires devait être que faire du profit pour l'entreprise. Donc, c'était l'inventeur un peu de l'éthique des affaires était la personne qui a été contrastée par tous les autres éthiciens des affaires. Donc, on peut faire de l'éthique sans forcément les dire, et ça, c'est un problème des management, des visions culturelles du management. Donc, ça dépend des personnes. Mais juste concrètement pour qu'on comprenne bien, est-ce que tu as quelques exemples très concrets? Par exemple, est-ce que le fait d'héberger les données d'une application en France plutôt que, aux États-Unis, ça peut être considéré comme une décision éthique? Est-ce que le fait d'avoir, un vocabulaire plus inclusif, dans une application, dans un site web, heu, peut être considéré comme quelque chose d'éthique? Tu vois? Est-ce que tu as un ou 2 exemples comme ça très concrets qu'on comprenne bien? Alors, sont toujours contextuels. Prends la première, je sais, c'est pas satisfaisant, mais tu poses des questions qui sont très génériques et je donnerai pas une réponse générique à une question générique parce que on risque de dire des choses qui sont pas vraies. La première question que tu as posée, c'est est-ce qu'avoir une application aux États-Unis est moins éthique que l'avoir en Europe? Bah oui, du point de vue européen. Mmh. Et si les clients sont aux États-Unis, toi, moi, je suis italien, j'habite en France et je voyage beaucoup. Et dans chaque pays du monde, la viande de leur pays est la meilleure du monde. Donc, tu vas en Italie, c'est viande d'Italie. Mais en France, on dit, oh non, c'est mieux la viande de France. Chacun, il a. Donc, c'est voir sa position comme la position centrale pour laquelle l'éthique doit être appliquée. C'est acceptable. Donc,
Donc, pour venir à des cas concrets, oui, il y a des façons de faire qui sont plus acceptées par la société dans certaines zones géographiques. Donc, en Europe, si on met les données en Europe, il y a des problèmes de souveraineté des données, des problèmes de protection des données. Donc, une entreprise qui a la tendance à faire ça, d'abord, il est en train de respecter la loi, parce que c'est la loi qui le dit, hein. Donc, l'éthique, il vient après la loi. Et un éthicien, il dira jamais à l'entreprise, il faut pas respecter la loi. Il faut d'abord respecter la loi et après, on va à l'avance. Euh, donc, après, il y a des choses qui sont pas très visibles. Par exemple, dans les sites web, tous les sites web qu'on visite, on doit cliquer oui ou non, on accepte les traitements des données. Ça parce qu'on respecte la loi. Est-ce que c'est éthique ou pas éthique? Selon moi, c'est pas éthique. C'est-à-dire qu'on doit respecter la loi, mais les processus qu'on a mis en place pour respecter la loi enlèvent du temps à l'utilisateur. Donc, on devrait respecter la loi en trouvant des systèmes qui évitent d'enlever autant de temps à l'utilisateur. Donc, si on va sur des sites où les processus sont les plus simples possibles pour donner le consentement du traitement des données et l'entreprise a déjà tout fait pour dire, écoutez, tranquille, on a protégé tous vos données au maximum et vous n'avez pas besoin de lire 25 pages. Pour moi, ça, c'est éthique, d'avoir réduire les temps pour les utiliser. Et il y a des entreprises qui ont la tendance à faire ça. Ils disent, moi, je préviens les problèmes, donc je respecte la loi, mais c'est pas un respect de la loi sur papier. C'est sur les fondamentaux. Donc, je vais vraiment protéger les données, je peux les démontrer, etc. Mais je vole pas du temps aux utilisateurs. Ça, il y a des entreprises qui font ça. Parfait, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Enrico. Alors à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. En attendant d'écouter la tienne, je vais te laisser écouter celle de Louis de Diespar qui est hasard du calendrier, également éthicien. Je suis donc très curieux de voir ce qu'un éthicien va répondre à un éthicien. On écoute sa question. Si tu es dans ce podcast, c'est probablement parce que tu as une affinité à l'intelligence artificielle ou à la tech. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet? Non, c'est très, déjà, je connais Louis, c'est un cher ami, donc ça peut être plus facile. Je ne savais pas, hein, je précise pour les auditeurs, c'est le hasard. Donc, et je connaissais pas la question parce que personne me l'a dit. Donc, je vais réfléchir. Alors, je suis dans un cas très particulier parce que j'ai une cinquantaine d'années. J'ai fait de la philosophie quand l'informatique n'était pas du tout dans les cours de philosophie. Donc, parler d'ordinateur dans un cours de philosophie était vraiment bizarre. Et moi, j'ai développé déjà du code. Donc, et j'ai commencé très jeune. Donc, j'ai j'ai vu la transformation du web légère en ce moment-là, donc Internet. J'ai fait les premiers sites Internet au début des années 90. Donc j'ai vécu toute cette transformation-là d'un point de vue professionnel et en même temps j'avais une sensation que c'était quelque chose qui allait changer notre société profondément. Du tout début. C'est pas tout le monde qui a eu cette sensation-là, mais je pense que j'étais un philosophe de mon temps. Et je suis en train de citer un philosophe qui est, je considère, un des plus grands philosophes de l'information du monde, et c'est Luciano Floridi, qui en ce moment, il est le directeur du Digital Ethics Institute de l'Université de Yale, et que j'ai traduit avec un autre confrère qui est Emmanuel Goffi, en français. Et, lui, il disait qu'il faut faire une philosophie de son propre temps. La tendance des philosophes les dernières années, c'était de parler d'Aristote ou de Socrate ou de Platon tous les temps. Mais Aristote, il parlait pas des philosophes de 2000 ans avant, il parlait de son temps. Et tous les philosophes, ils parlaient de leur temps. Donc, il y a eu un groupe de personnes qui ont commencé à réfléchir à la philosophie du numérique, de l'information, très tôt. Donc, comment dire, moi j'ai vu se développer la computer ethics, la philosophie des technologies numériques, etc. Pour moi, c'était absolument naturel. Je sais pas comment dire. Donc, c'est pas quelque chose à laquelle je m'y suis approché, mais j'étais baigné dedans, un peu comme Obélix. Donc, si je peux dire ça, c'est quelque chose qui pour moi était dans les fils du temps. D'accord, très bien, parfait. Alors à toi à présent, Enrico, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? Alors, c'est une question très simple. On parle d'IA et j'ai une question qui est quasiment métaphysique pour tout le monde.
combien de temps l'intelligence artificielle nous fera-t-elle réellement gagner dans les futurs? Parfait. Eh bien, écoute, c'est bien noté. Merci beaucoup de ta participation. Enrico, je rappelle que tu es éthicien de l'IA, consultant, professeur et également auteur, écrivain. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi, au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.